Bernard Lévy, peut-être qu'on va apprendre dans quelques instants que la résolution de l'ONU a été votée contre Kadhafi. Si c'est le cas, on l'apprendra et je vous le dirai. Mais revenons d'abord, je voudrais comprendre votre cheminement tout au long de ces révolutions arabes et au moment de la Tunisie en particulier. Nous avons organisé ici même une émission sur la Tunisie. Il y avait Abdelwahab Medeb, que vous connaissez bien, qui n'est pas un de vos adversaires et qui, à ce moment-là, on était 2 jours avant la chute de Ben Ali, et qui disait je ne comprends pas le silence des intellectuels français. Et il vous a cité, Bernard Lévy. À ce moment-là, est-ce que vous aviez l'impression d'être silencieux? Est-ce que vous avez changé d'avis sur les révolutions arabes? Non, non. Je me souviens très bien de ce débat. Non, non, je m'étais déjà exprimé dans un bloc-notes du Point et dans un appel dans la règle du jeu à hacker les sites internet officiels du régime Ben Ali. Alors comme tout ça allait très vite, les gens n'entendent pas forcément. Mais je crois qu'au contraire, vous savez, moi ça fait 10 ans, 15 ans que je pense que la grande affaire du siècle qui commence, c'est le débat, le conflit entre l'islam terroriste, fanatique, fondamentaliste d'un côté et l'islam tolérant, démocratique, des Lumières, des droits de l'homme de l'autre côté. La vraie guerre des civilisations, je pense depuis des années qu'elle est à l'intérieur de l'islam, à l'intérieur du monde arabo-musulman, entre les forces démocratiques et les forces obscurantistes et fanatiques. Donc, quand on a vu arriver ces mouvements extraordinaires, cet événement absolu qu'était cette révolte de la jeunesse tunisienne, puis de la jeunesse égyptienne, et enfin de ces jeunes gens qui défient à l'heure même où nous parlons, et on va en parler, j'imagine, les colonnes infernales de Kadhafi, pour moi ça a été une nouvelle extraordinaire. Quand on vous a entendu récemment sur la chaîne Al Jazeera dire plus jamais les États européens ne feront de blowjobs, de fellation aux dictateurs arabes, vous voulez dire que... Je dis qu'il serait de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Moubarak, pour vous, par exemple, on lui a fait des fellations et vous étiez contre le fait que les États occidentaux soutiennent Moubarak, ce qu'ils ont fait jusqu'à sa chute. Naturellement, un exemple très simple. Lorsque Moubarak a essayé de nous imposer ce fameux Farouk Hosni pour diriger l'UNESCO. Tout le monde était prêt à se coucher. Il était élu avec acclamation du jury par la majorité des nations. On a été quelques-uns, avec Claude Lanzmann et quelques autres, à dire que ce type était un brûleur de livres, que c'était un emprisonneur de journalistes libres, que c'était un obscurantiste et qu'il fallait le barrer. Et que seule une complaisance absurde vis-à-vis de ce vieux potentat qu'était Moubarak pouvait nous contraindre à accepter ce choix-là. Donc bien sûr, on a été complaisant avec Moubarak, on a été complaisant avec Ben Ali. En plus, c'était des gens très malins, c'est-à-dire qu'ils brandissaient l'épouvantail de l'intégrisme en disant nous sommes le rempart. Moubarak, c'est ce qu'il a dit à l'Occident pendant 20 ans. Nous sommes le rempart à l'intégrisme. Moi, je suis allé en Égypte, aussitôt après, dans les premiers jours de la Révolution. Et les Égyptiens rigolent aujourd'hui où ils peuvent enfin rigoler et parler. Ils n'avaient pas besoin de rempart pour éviter l'intégrisme. Ils n'en veulent pas. Cette jeunesse égyptienne qui est branchée sur Twitter et sur Facebook, qui occupe la place Tahrir aujourd'hui encore sans discontinuer, elle n'avait pas besoin d'un rempart, elle n'avait pas besoin d'un garde-chiourme pour tomber dans les bras des frères musulmans. Les frères musulmans ont été en quelques jours en Égypte ringardisés, marginalisés, réduits à une force politique parmi d'autres, par le mouvement démocratique. C'est vrai qu'au moment même où, en France, énormément de voix disaient que, attention, l'intégrisme musulman en Égypte est un grand danger, vous-même, vous avez tenu un discours très différent, pratiquement le même que celui que Tariq Ramadan a tenu au même moment sur ce plateau. Vous étiez tout à coup sur la même position, c'est-à-dire qu'il a dit la même chose, les frères musulmans, vous l'avez certainement entendu, puisque je sais que vous écoutez très souvent cette émission. Absolument. Donc vous l'avez entendu. Avec grande attention. Vous étiez sur la même position que Tariq Ramadan, y compris pour dire que les frères musulmans ne représentaient aucun danger. À une réserve près. Oui. À une réserve près. C'est que moi je pense que dans l'hypothèse où nous nous tromperions, c'est-à-dire si les frères musulmans étaient plus puissants que nous ne le pensons, ce serait gravissime. Pour moi, les frères musulmans sont des fascistes. Ce sont des fascistes verts, mais ce sont des fascistes. C'est des gens qui encagent les femmes, ce sont des gens qui réduisent les libertés, qui imposent une chape de plomb sur les sociétés. Donc ce sont des fascistes modernes. C'est probablement mon différend
avec l'intellectuel dont vous parlez. Vous ne pouvez pas citer son nom. Tariq Ramadan, ah oui, bon, ben quand voilà. même. Jusqu'où ça va pour vous jusqu'où doit aller la révolte dans les pays arabes? Parce qu'il y a d'autres régimes qu'on pourrait qualifier d'islamiques, pour ne pas dire islamistes, dans les pays arabes. Est-ce que ça doit aller jusqu'à l'Arabie Saoudite? Est-ce que ça doit aller jusqu'au sultanat d'Oman? Est-ce qu'il faut renverser absolument tous les potentats aujourd'hui dans les pays arabes? Il faut renverser. C'est pas à nous de le décider. Non, mais bien sûr, je serai en tout cas favorable, comme je l'ai été toute ma vie, avec toute population civile qui se soulèvera contre son potentat. C'est ce que j'ai pensé au moment de la chute du communisme, quand à la surprise du monde entier, les sociétés civiles d'Europe centrale et orientale se sont soulevées contre leur potentat. Je pense pareil à Bahreïn. Et quand je vois l'Arabie Saoudite qui envoie ses policiers et ses supplétifs mater la révolte à Bahreïn, je suis en effet indigné, bien sûr. L'Algérie, même chose? L'Algérie, naturellement. L'Algérie, même chose. L'Algérie vit depuis 15 ans, 20 ans sous la double menace, dans l'étau, dans la tenaille d'un parti unique à tendance militaire, et là, pour le coup, de mouvements islamistes qui ont quand même creusé des rivières de sang dans l'Algérie moderne. En effet, il y a aujourd'hui une société civile et un mouvement démocratique qui est en train de se développer et d'écarter cette alternative-là. Il faut le soutenir. Il appartient aux démocrates du monde entier, pas seulement occidentaux, il y a des démocraties ailleurs qu'en Occident, de soutenir cette jeunesse algérienne. Bernard Lévy, vous avez joué un certain rôle dans le récent feuilleton diplomatique français concernant la Libye. Alors, on vous a accusé dans les journaux d'avoir précipité les choses, d'avoir reconnu, d'avoir déclaré que la France allait reconnaître le Conseil national de transition, que notre ambassade allait être transférée à Benghazi, que Nicolas Sarkozy était favorable à une intervention militaire, donc de vous être substitué au ministre des Affaires étrangères qui s'est retrouvé très isolé à Bruxelles face à ses partenaires européens. Qu'est-ce que vous répondez à... Je réponds d'abord que j'ai joué un certain rôle. Vous savez, le seul rôle que j'ai joué, c'est que j'y étais. En effet, en Libye, c'est que j'y suis allé. J'étais à Benghazi, j'ai rencontré les gens du Conseil national de transition, j'ai rencontré ces jeunes chebabs, ces jeunes gens qui partaient à Brega et à Ras Lanouf, qui à l'époque étaient encore sous contrôle des insurgés, poitrine nue, avec des armes de fortune, mal équipés, pour affronter les tanks de Kadhafi. Donc j'ai vu ça. La seule chose que j'ai faite, c'est ça. Et d'autres y étaient, il y a beaucoup de journalistes. J'ai fait, voilà, ce que beaucoup d'autres journalistes ont fait. Non, mais par rapport, vous dites, voilà. C'est ce qu'on a lu à peu près dans tous les journaux ces derniers jours. Voilà. Donc, ayant vu cela, c'est vrai, ayant vu sur le terrain cette précarité absolue de ces jeunes gens, cette solitude totale de cette société civile, j'ai appelé un soir, le président de la République française, et je lui ai proposé de lui amener, d'inviter à Paris les membres du Conseil national de transition. Je suis très heureux de l'avoir fait. Ça n'enlève rien à Alain Juppé, ni au très bon travail qu'il a fait et qu'il fait à l'heure où nous parlons. Il est en train aujourd'hui, et on le saura dans les minutes qui viennent, d'arracher une majorité et j'espère une unanimité au Conseil de sécurité en faveur d'une intervention en Libye. Il fait son travail de ministre et moi j'ai fait mon travail d'intellectuel. Cette résolution qui risque d'être votée dans les minutes qui viennent à l'ONU, c'est une résolution très ambitieuse, on peut dire. Ça consiste à effectivement sécuriser l'espace aérien, s'en prendre au convoi de Kadhafi. On parle évidemment toujours de frappes ciblées, mais vous savez très bien que ça n'existe pas, les frappes ciblées. Il y aura forcément des bavures. Ça se passe pas dans le désert, c'est pas l'Africa Corps. Ça se passe dans le désert, précisément. Oui, mais enfin, il y a des villes, il y a des gens. Non. Il est aux portes de Benghazi. Alors qu'il est à 100 km de Benghazi et il est précisément dans le désert. Si, il est dans le désert. Vous pensez que qu'il peut ne y avoir aucune bavure? La guerre est toujours abominable. Une opération militaire, c'est toujours risqué. Il peut toujours y avoir des bavures. Mais rien n'est pire que la situation où se trouvent aujourd'hui les habitants de Benghazi. C'est-à-dire qu'ils vivent avec un revolver sur la tempe, avec un tank sur la tempe. Kadhafi a déclaré, il y a quelques minutes, il y a une heure,
en rétorsion, en mesure de rétorsion à cette possible résolution de l'ONU qu'il prendrait Benghazi cette nuit, j'ai eu moi-même, avant de venir sur ce plateau, au téléphone, mes amis de Benghazi. Ils vivent dans l'anxiété, ils vivent dans la terreur, ils savent que si les colonnes infernales de Kadhafi investissent Benghazi, ça sera un carnage, que la vengeance, sa vengeance, sera terrible, et je crois que c'est ça le danger principal et qu'il fallait absolument casser cette machine-là. La France a le mérite de l'avoir entrepris et elle mérite, à l'heure où nous parlons, de convaincre la communauté internationale. Si elle ne la convainc pas, vous avez dit vous-même aujourd'hui qu'il fallait y aller même sans mandat de l'ONU, comme les Américains en Irak. Non, attendez. J'ai dit, d'abord je pense que la communauté internationale aujourd'hui votera cette résolution parce qu'on est confronté à un tel désastre humanitaire. La menace sur les populations civiles est telle aujourd'hui que la communauté internationale ne peut pas, sans se déshonorer, continuer de laisser faire Kadhafi. Donc cette résolution, je pense, vous la prendrez tout à l'heure, je ne serai peut-être plus sur le plateau, mais vous l'annoncerez à vos auditeurs, à vos spectateurs, sera votée. Voilà, je le pense. Si elle ne l'avait pas été, je crois qu'il y a en effet des cas où, face à l'urgence humanitaire, face à la nécessité de protéger les civils d'un gangster, d'un fou, d'un terroriste qui mitraille la population civile avec des avions de chasse, où en effet l'intervention s'impose. Oui. Bernard Lévy, vous disiez tout à l'heure que pour vous, un des grands enjeux du XXIe siècle, c'est dans les pays arabes qu'ils se trouvent. Le fait que justement on soit si souvent intervenu dans les pays arabes et qu'on ait là aussi, avec de bonnes intentions, en tout cas c'est toujours ce qu'on a déclaré, mais on y a fait des victimes, que ce soit en Afghanistan, où on a toujours voulu que ce soit ciblé aussi. L'Afghanistan n'est pas un pays arabe. Hein. Oui, pardonnez-moi, pays musulman, excusez-moi, dans le cas de l'Afghanistan. On est intervenu et toujours avec la volonté que ce soit ciblé, comme on veut que ce le soit si ça se passe en Libye, mais en Afghanistan, en Irak bien entendu, au Pakistan, au Liban ou à Gaza, à chaque fois ça fait des victimes. Est-ce que vous ne craignez pas que justement ça se retourne toujours contre les Occidentaux ? Et d'abord, qu'est-ce qui vous dit que l'intervention qui suivra, si elle doit suivre cette résolution de ce soir, que ça sera une intervention occidentale ? J'en suis pas sûr du tout. Ça peut être une intervention qui s'appuiera sur des armées arabes. Il y a aujourd'hui, on vient de le dire tout à l'heure, il y a un grand mouvement démocratique dans la région, dans le monde arabe. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution démocratique ? C'est une révolution aussi qui tend à universaliser ses valeurs, à tenter de les faire partager. On va voir. Moi, je pense, par exemple, depuis le premier jour, ça je l'ai écrit il y a plusieurs semaines, que on peut tout à fait imaginer l'armée égyptienne, qui est une des deux armées les plus puissantes de la région, volant au secours de ses frères libyens. Donc, arrêtons. Le problème aujourd'hui, il faut sortir de ce schéma-là. C'est pas l'Occident contre le monde arabe. C'est fini Huntington. C'est fini la guerre des civilisations. Aujourd'hui, c'est la démocratie contre les dictatures. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Et dans le cas de Benghazi, ce qui se joue à cette minute-là, c'est une course contre la montre, c'est une course-poursuite entre d'un côté la bataille de l'honneur et du courage au Conseil de sécurité, et de l'autre côté la bataille de la terreur et de l'horreur qui est Kadhafi annonçant qu'il va prendre la ville cette nuit. À l'heure où je vous parle, en effet, les habitants de Benghazi vivent, ils comptent les heures. Ils espèrent qu'ils tiendront, si vraiment l'assaut est donné cette nuit, qu'ils tiendront assez longtemps pour pouvoir attendre demain matin les avions des armées alliées, égyptiennes, qataries, émiraties, françaises ou anglaises. Ils ont des avant-postes qui sont à 50-60 kilomètres de Benghazi et dont ils ne sont pas sûrs qu'ils tiendraient face à une offensive frontale de Kadhafi. Donc c'est ça la situation. Ce n'est pas le débat théorique de l'Occident contre le monde arabe. C'est un dingue, un mafieux, un gangster, un terroriste fondamental face à une société qui demande des droits et qui demande des libertés. Voilà l'affaire devant laquelle on est. Et quand je dis un terroriste fondamental, vous savez, là encore, tout à l'heure, quelle a été la réaction de Kadhafi à cette menace du Conseil de sécurité? Sa réaction a été de dire comme quoi le naturel revient au galop, comme quoi la nature profonde revient, qui dans son cas est une nature, il est profondément terroriste dans l'âme. Sa riposte a été de dire je ferai d'autres Lockerbie, je ferai d'autres avions UTA, je m'en prendrai à tous les avions et bâtiments maritimes, civils ou militaires qui passeraient à portée de mes moyens militaires. Ça s'appelle répondre à la guerre par le terrorisme, ça s'appelle s'en prendre aux populations civiles, ça s'appelle
se mettre délibérément hors la loi. Voilà. Aujourd'hui, Kadhafi est hors la loi.